On pense connaître le Louvre, mais c'est bien plus qu'un musée. C'est un survivant, une véritable archive de pierre qui a vu la France traverser l'un de ses siècles les plus brillants, mais aussi les plus sanglants. Ces murs ont une histoire à nous raconter, une histoire de rois, d'artistes, oui, mais aussi une histoire de massacres. Mais alors, comment on fait pour lire ce livre d'histoire? Eh bien, ces murs ne sont pas silencieux, loin de là. Chaque pierre, chaque sculpture porte en fait les cicatrices et les ambitions de toute une époque. Il suffit juste de savoir où regarder. Partout, vraiment partout, sur les façades, il y a comme un code qui est gravé. Ce sont les initiales des rois et des empereurs. C'est leur signature dans la pierre, une façon de dire « j'étais là, c'est moi qui ai bâti ça ». C'est la toute première clé pour décoder l'histoire du palais. Pour saisir le grand récit du Louvre, il faut donc d'abord apprendre à déchiffrer ces signes. Ces monogrammes, ils nous guident à travers les règnes, les guerres et les ambitions qui ont façonné ce lieu incroyable. On voit littéralement l'histoire s'empiler sur les murs. Le H d'Henri II est gravé juste à côté du K de son fils Charles IX. Un peu plus haut, on trouve le HDB d'Henri de Bourbon, le futur Henri IV. Chaque lettre raconte une phase de construction, un changement de pouvoir, jusqu'au RF de la République française. D'ailleurs, ces chantiers royaux étaient souvent interrompus par les guerres, ce qui laissait des ailes inachevées pendant des décennies. Le palais lui-même, c'est une chronologie à ciel ouvert. Allez, on remonte le ton, on est au début du XVIe siècle. Le roi François Ier rentre d'Italie, non pas en conquérant, mais avec une idée toute nouvelle, une sorte de lumière qui va transformer Paris, la Renaissance. Il faut s'imaginer qu'avant François Ier, le Louvre, c'était une forteresse médiévale, une citadelle austère, avec des couloirs sombres, des salles froides. Mais le roi, lui, a une autre vision. Il veut abattre le vieux donjon, ce symbole du passé, pour construire un palais lumineux, une résidence digne des arts et des fêtes, ouverte sur la ville. Le changement est radical. Le Louvre passe vraiment de l'ombre à la lumière, de la forteresse au palais. Et François Ier n'apporte pas que des idées, il fait venir les artistes et, avec eux, leurs œuvres. En 1515, il ramène Léonard de Vinci, qui transporte dans ses bagages un certain portrait qui va devenir, le plus célèbre du monde. La Renaissance n'est plus un concept lointain, ça y est, elle est à Paris. Mais cette période de lumière artistique porte en elle une obscurité qui grandit de plus en plus. Alors que les arts s'épanouissent, la France s'enfonce dans les ténèbres du conflit religieux. Parce que la Renaissance, ce n'est pas seulement une affaire d'art, c'est aussi une affaire de foi. Le point de rupture, c'est en 1534. Un matin, les Parisiens découvrent des affiches, des placards comme on disait, qui attaquent violemment la messe catholique. C'est un acte d'une audace incroyable. Un de ces pamphlets est même affiché sur la porte de la chambre de François Ier. La provocation est totale, et la réaction va être terrible. Pour l'époque, c'est un blasphème absolu. La fragile tolérance qui existait vient de voler en éclats. La violence de la réponse est à la hauteur de l'offense. Ces mots sont ceux du roi lui-même, le souverain humaniste, l'ami des artistes, qui déclare « Si mes propres enfants en étaient entachés, je voudrais moi-même les immoler ». La chasse aux protestants est lancée. La belle Renaissance, celle des arts et de la liberté de pensée, vient de mourir. Et ce Louvre, ce palais rêvé pour les fêtes et pour l'art, va devenir le théâtre d'un des massacres les plus infâmes de toute l'histoire de France. On est à la fin de la soirée. Le jeune roi Charles IX est au Louvre. Dehors, la ville est pleine de nobles protestants. Ils sont venus à Paris pour un mariage royal, une union qui devait normalement sceller la paix. Évidemment, ils ne se doutent de rien. Mais la paix n'est qu'une illusion. Sous la pression, le jeune roi, petit-fils de François Ier, finit par céder et donne un ordre. Un ordre qui va plonger le royaume dans le sang. L'ordre est simple et terrifiant. Fermer toutes les portes de Paris. Tendre des chaînes sur la Seine. Personne, absolument personne, ne doit s'échapper. Pour des milliers de protestants, la capitale vient de se transformer en une immense souricière. Et puis, à l'aube, le tocsin de l'église, juste en face du Louvre, se met à sonner. Ce n'est pas un appel à la prière, non. C'est le signal du massacre généralisé. La première victime, c'est le chef protestant, l'amiral de Coligny. Puis l'horreur s'installe au Louvre même. Les gentilshommes protestants, qui étaient les invités du roi quelques heures plus tôt, sont réveillés, désarmés, conduits dans la cour. Et là, les gardes suisses les exécutent un par un. Le sang coule dans les salles et les galeries du palais. Le massacre déborde alors du Louvre et s'étend à toute la ville, dans une frénésie meurtrière qui va durer plusieurs jours. 3000, c'est l'estimation du nombre de victimes rien qu'à Paris. 3000 personnes assassinées en l'espace de quelques jours. On raconte que la Seine charriait des corps et qu'elle était devenue rouge. Après la Saint-Barthélemy, la France s'est complètement déchirée. Ce qui suit, c'est une spirale de guerre civile, de complots, d'assassinats. La paix semble juste impossible. Le chaos s'installe pour de bon. Le rythme des événements est juste vertigineux. Le roi Henri III est chassé de Paris, puis il est assassiné un an plus tard.
L'héritier légitime est un protestant, Henri de Navarre, ce qui est inacceptable pour la capitale catholique. Alors pour mettre fin à la guerre, il va prendre une décision radicale. Paris vaut bien une messe. Avec cette phrase restée célèbre, Henri IV abjure sa foi protestante et se convertit au catholicisme pour enfin pouvoir entrer dans sa capitale et être couronné roi de France. C'est l'acte de pragmatisme politique ultime pour mettre un terme à des décennies de guerre. Et en 1598, il signe l'édit de Nantes, un acte de tolérance qui ramène une paix très précaire. La France respire enfin. Mais la haine, elle, n'a pas disparu. 12 ans plus tard, en 1610, le carrosse du roi se retrouve bloqué dans une rue étroite de Paris. Un fanatique catholique, un certain Ravaillac, en profite. Il se précipite et poignarde le roi. On le transporte en urgence au Louvre, mais il y arrive déjà mort. La paix, si chèrement acquise, vient d'être assassinée avec... Le Louvre nous montre bien qu'un lieu de beauté peut aussi être un lieu de mémoire, et une mémoire parfois tragique. Et ça soulève une question finalement. Autour de nous, dans nos propres villes, combien de bâtiments portent en silence les traces d'un passé qu'on a oublié? Quelles histoires attendent simplement que l'on apprenne à lire leurs murs?